Sur la chaîne Suivi Concours et le site suiviconcours.fr, avec aujourd'hui le sujet qui est tombé lors du concours externe d'attaché territorial 2024 en novembre 2024. Je voulais vous faire ce corriger plus tôt, mais je n'ai pas pris le temps et finalement le projet de loi de finances 2025 m'a permis d'ajouter des arguments supplémentaires à mon corrigé type. Alors, quel est ce sujet? Le sujet est le suivant. Peut-on dire que l'État est un facilitateur pour les collectivités territoriales dans l'exercice de leurs compétences? Sujet d'actualité avec notamment les rapports d'Éric Woerth et de Boris Ravignon qui ont été rendus en mai 2024 au président de la République, mais également sujet d'actualité avec tout ce qui se passe autour des finances des collectivités territoriales et évidemment le PLF 2025 avec la contribution exceptionnelle des collectivités au budget de l'État à hauteur de 2,2 milliards d'euros. Voici donc le corrigé type que j'ai réalisé. En introduction, toujours la méthode en entonnoir, et ensuite définition des termes du sujet, problématique et annonce de plan. C'est parti. Depuis plusieurs décennies, l'organisation administrative et politique française a évolué vers une répartition plus équilibrée des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. La décentralisation amorcée dans les années 1980 avec les lois Defferre, puis renforcée par les réformes de 2003 et 2010, a donné aux régions, départements et communes des responsabilités plus étendues, notamment dans les domaines de l'éducation, du transport et de l'aménagement du territoire. Ces réformes avaient pour objectif de rendre l'action publique plus proche des citoyens et de permettre une meilleure adaptation aux besoins locaux. Cependant, la complexité croissante des compétences déléguées pose la question de la capacité des collectivités à les assumer pleinement, notamment en termes de moyens financiers et techniques. L'État peut se définir comme une personne morale souveraine de droit public qui développe et exerce un grand nombre de politiques publiques. 3 critères permettent de définir l'État: une autorité politique, un territoire et une population ayant la volonté de vivre ensemble, c'est-à-dire une nation, selon la définition d'Ernest Renan dans son discours à la Sorbonne en 1882. Les collectivités territoriales sont définies par les articles 72, 73 et 74 de la Constitution. Il s'agit notamment des communes, départements et régions, puis des collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution. Elles exercent des compétences qui leur sont propres ou de manière partagée. Ici, vous voyez bien que dans cette première partie d'introduction, je prends le temps de définir chaque terme du sujet. Dès lors, il convient de se demander si l'État agit véritablement comme un facilitateur pour les collectivités territoriales dans l'exercice de leurs compétences, en leur fournissant les outils nécessaires pour gérer leurs nouvelles responsabilités, ou si, au contraire, l'État impose un cadre contraignant qui limite leur autonomie. En effet, le rôle de l'État reste central dans la coordination et le financement de certains projets locaux, mais ce soutien peut aussi être perçu comme un contrôle de l'action locale. Pour répondre à cette question, nous examinerons comment l'État peut être perçu comme un facilitateur dans l'exercice des compétences des collectivités territoriales, grand 1, avant d'étudier les freins à cette coopération, démontrant ainsi que l'État demeure un acteur qui encadre plutôt qu'il accompagne, grand 2. En grand 1, l'État, un facilitateur historique dans l'exercice des compétences des collectivités territoriales, grand A, un soutien historique aux collectivités à travers la décentralisation et en particulier l'acte 3 et 4, petit 1, un soutien historique à travers de nouveaux transferts de compétences et petit 2, le rôle des subventions et dotations publiques dans le soutien financier. Petit 1, un soutien historique à travers de nouveaux transferts de compétences. L'État a historiquement soutenu les collectivités territoriales par des transferts de compétences et des réformes de décentralisation. Depuis les lois Defferre de 1982, l'État français a progressivement transféré des compétences aux collectivités territoriales, leur permettant de gérer des domaines tels que l'éducation, les transports et l'aménagement du territoire. Ces transferts visaient à rapprocher l'action publique des citoyens en permettant une meilleure adaptation aux besoins locaux. Les actes 3 et 4 de la décentralisation ont renforcé cette dynamique en clarifiant les compétences de chaque échelon territorial et en encourageant la création de communes nouvelles et d'intercommunalités plus robustes. Par exemple, les communes nouvelles, issues de la fusion de plusieurs communes, bénéficient d'un soutien financier accru de l'État, notamment à travers des dotations spécifiques. De même, les établissements publics de coopération intercommunale ont vu leurs compétences élargies pour mieux répondre aux enjeux locaux. L'État accompagne ces évolutions par des subventions telles que la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, et la dotation de soutien à l'investissement local, DSIL, qui financent des projets d'infrastructure et de développement local. Ces dispositifs illustrent comment l'État joue un rôle de facilitateur
en fournissant les moyens financiers nécessaires à l'exercice des compétences locales. Petit 2, le rôle des subventions et dotations publiques dans le soutien financier. Les subventions et dotations publiques, bien qu'affaiblies notamment entre 2014 et 2018 puisque la dotation globale de fonctionnement a diminué de 40 à 27 milliards d'euros durant cette période, demeurent un soutien de poids pour les projets d'investissement des communes. Vous voyez ici, je mets là encore l'idée principale de mon petit 2 en première phrase. Par exemple, les communes nouvelles ont bénéficié de 110 millions d'euros de dotation en 2023, ce qui a permis de financer des projets structurants comme la rénovation d'écoles ou la construction de maisons de santé. De plus, les EPCI, grâce à l'élargissement de leurs compétences, peuvent désormais intervenir dans des domaines variés comme la gestion des déchets, le développement économique ou encore l'aménagement numérique du territoire. Cette évolution a permis de mutualiser les moyens et de réaliser des économies d'échelle, tout en offrant des services publics de meilleure qualité aux citoyens. Par ailleurs, l'État a mis en place des dispositifs d'accompagnement technique et juridique pour aider les collectivités à exercer leurs nouvelles compétences. Ainsi, l'Agence nationale de la cohésion des territoires propose des conseils et un soutien méthodologique aux collectivités pour la mise en œuvre de leurs projets. Enfin, l'État encourage l'innovation territoriale en soutenant des expérimentations locales, comme les territoires d'innovation, qui bénéficient de financements spécifiques pour tester de nouvelles approches en matière de développement durable ou de services publics. Grand B, un soutien récent aux collectivités locales visant à prendre en compte leurs spécificités. Petit 1, la mise en œuvre de l'expérimentation, de la différenciation et l'instauration d'un pouvoir de dérogation aux normes des préfets. L'État a introduit des outils d'expérimentation et de différenciation pour permettre aux collectivités territoriales d'adapter les politiques publiques à leurs spécificités locales. La différenciation territoriale permet de déroger aux normes nationales pour expérimenter des solutions innovantes, mieux adaptée aux réalités locales. Elle a été consacrée par la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, à la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique, dite loi 3DS. De plus, l'article 72, alinéa 4 de la Constitution, prévoit des expérimentations permettant, sur habilitation de la loi ou du règlement, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de déroger, pour un objet et une durée limitée, à des normes législatives ou réglementaires régissant l'exercice de leurs compétences. La loi organique du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations renforce ce droit. L'expérimentation de l'article 72 de la Constitution permet donc aux collectivités territoriales de s'affranchir des règles nationales encadrant l'exercice de leurs compétences et d'élaborer elles-mêmes des normes adaptées à leurs spécificités, alors même qu'elles ne disposent pas d'une compétence normative en la matière. Enfin, le décret 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au préfet, a instauré de manière expérimentale et pour une durée de 2 ans, la faculté à certains préfets de région ou de département de déroger aux normes arrêtées par l'administration de l'État dans certaines conditions. Les objectifs de cette expérimentation étaient de simplifier le droit, mais aussi de renforcer la décentralisation en modulant l'application des normes au niveau local, afin de répondre de manière plus adaptée et cohérente aux circonstances locales. Le décret 2020-142 du 8 avril 2020 relatif aux droits de dérogation reconnus aux préfets généralise le dispositif expérimenté. Il prévoit que les préfets de région ou de département peuvent déroger à des normes arrêtées par l'administration de l'État pour prendre des décisions non réglementaires relevant de sa compétence. Ce droit est limité à des matières précises comme l'emploi et l'activité économique, la protection et la mise en valeur du patrimoine économique est soumis à des conditions cumulatives. Petit 2, la création de politiques publiques d'accompagnement dans les territoires ruraux. L'État a mis en œuvre, à partir de 2014, plusieurs programmes d'accompagnement dans les territoires ruraux. Le programme Petites Villes de demain, par exemple, a permis de mobiliser 3 milliards d'euros sur la période 2021-2027 pour soutenir près de 1600 communes rurales. Ce programme vise à améliorer la qualité de vie des habitants en finançant des projets de revitalisation des centres-bourgs, de rénovation de l'habitat ou encore de développement de services publics. De plus, l'État a mis en place des contrats de relance et de transition écologique, CRTE, avec les collectivités, qui permettent de co-construire des projets adaptés aux enjeux locaux. Ces contrats, dotés d'une enveloppe de 13 milliards d'euros, couvrent des domaines variés comme la rénovation énergétique des bâtiments publics, le développement des mobilités douces ou encore la valorisation des ressources locales. Enfin, l'État soutient les collectivités dans la mise en œuvre de la transition numérique, en finançant par exemple le déploiement de la fibre optique dans les zones rurales, ou le développement de services publics numériques. Ces actions illustrent la volonté de l'État de s'adapter aux spécificités des territoires et de soutenir les collectivités dans l'exercice de leurs compétences. En transition, je vous propose cette phrase. Ainsi, si l'État est un facilitateur dans l'exercice des compétences des collectivités territoriales, il a désormais tendance à encadrer davantage
les collectivités territoriales, quitte à empiéter sur le principe de la décentralisation et la libre administration de celle-ci. Grand 2, l'État, un acteur encadrant les collectivités territoriales. Grand A, une reprise de pouvoir de l'État dans le cadre du pacte de Cahors notamment. Et en grand B, je mettrai l'autonomie des collectivités territoriales soumise à une recentralisation de l'État et à des contraintes administratives limitant leur action. Grand A, une reprise de pouvoir de l'État dans le cadre du pacte de Cahors notamment. Petit 1, une diminution des finances locales, signe d'un affaiblissement de l'autonomie des collectivités. L'État a récemment repris certaines prérogatives financières et administratives limitant l'autonomie des collectivités territoriales. Le pacte financier de Cahors, signé en 2018, illustre une reprise en main par l'État des finances locales. Ce pacte vise à maîtriser les dépenses publiques en imposant aux collectivités des objectifs de réduction des dépenses de fonctionnement. En contrepartie, l'État s'engage à stabiliser les dotations financières, mais cette stabilisation s'accompagne d'une surveillance accrue des budgets locaux. Par exemple, la dotation globale de fonctionnement, principale ressource financière des collectivités, a été réduite ces dernières années, contraignant les collectivités à arbitrer entre différents projets. Le projet de loi de finances 2025 prévoit une contribution exceptionnelle des collectivités de 2,2 milliards d'euros, accentuant la pression financière sur les budgets locaux. Cette reprise en main financière s'accompagne d'un renforcement du contrôle administratif avec la mise en place de mécanismes de suivi et d'évaluation des dépenses locales. Ces contraintes financières et administratives limitent la capacité des collectivités à mener des projets ambitieux et à exercer pleinement leurs compétences. Petit 2, un renforcement du contrôle administratif et financier. Le PLF 2025 prévoit également une réduction de 300 millions d'euros des concours financiers de l'État aux collectivités, ce qui pourrait impacter la réalisation de projets d'investissement locaux. Par ailleurs, l'État a renforcé son contrôle sur les dépenses de personnel des collectivités en imposant des objectifs de limitation de l'évolution de la masse salariale. Les collectivités doivent ainsi composer avec des contraintes budgétaires accrues qui limitent leur marge de manœuvre pour recruter du personnel ou augmenter les rémunérations. En outre, l'État a mis en place des dispositifs de contrôle des emprunts locaux en imposant aux collectivités de soumettre leurs projets d'emprunt à l'avis des préfets. Cette mesure vise à éviter une augmentation excessive de l'endettement local, mais elle limite également l'autonomie décisionnelle des collectivités. Enfin, l'État a réduit les dotations spécifiques destinées à soutenir certaines politiques publiques locales, comme la dotation de soutien à l'investissement local, qui a diminué de 10% entre 2023 et 2024. Ces évolutions illustrent la volonté de l'État de reprendre en main les finances locales et d'encadrer plus strictement l'action des collectivités. Grand B, l'autonomie des collectivités territoriales soumises à une recentralisation de l'État et à des contraintes administratives limitant leur action. Petit 1, l'apparition de tensions entre décentralisation et recentralisation. Les relations entre l'État et les collectivités territoriales sont marquées par des tensions entre décentralisation et recentralisation. Si l'État a transféré des compétences aux collectivités, il conserve un rôle central dans la définition des politiques publiques et la régulation des actions locales. Cette tension se manifeste par des phénomènes de recentralisation où l'État reprend certaines prérogatives initialement déléguées. Par exemple, dans certains domaines comme la sécurité ou l'éducation, l'État peut décider de réinternaliser certaines compétences pour garantir une uniformité des politiques publiques sur l'ensemble du territoire. Ces dynamiques de recentralisation sont souvent justifiées par la nécessité de maintenir une cohérence nationale, mais elles limitent l'autonomie décisionnelle des collectivités. En outre, les collectivités doivent composer avec des contraintes administratives et procédurales qui compliquent la mise en œuvre de leurs projets. Les lourdeurs administratives, telles que les délais d'instruction des dossiers, ou la complexité des procédures de marché public freinent l'initiative locale. Ces contraintes illustrent comment l'État, en encadrant strictement l'action des collectivités, peut limiter leur capacité à innover et à s'adapter aux besoins locaux. En outre, le rapport d'Éric Woerth rendu au président de la République en mai 2024 envisage une reprise en main de l'État de certaines compétences dédiées jusqu'alors aux collectivités territoriales. Par exemple, le premier rapport envisage une contractualisation globale entre l'État et les départements autour d'une gouvernance et des financements partagés qui se matérialiserait par un établissement public local, la création du service départemental des solidarités. De même, Éric Woerth n'exclut pas une recentralisation pour la protection de l'enfance. Le second rapport, le rapport de Boris Ravignon de mai 2024 également, propose quant à lui différentes pistes afin de réduire le coût de l'enchevêtrement des normes estimé à 7,4 milliards d'euros. La mission préconise une clarification des responsabilités, des compétences et des moyens des collectivités
avec à la clé de nouveaux transferts de compétences entre l'État et les collectivités et entre ces dernières. Petit 2, une complexité administrative et procédurale prégnante. La réforme de la taxe d'habitation qui a conduit à la suppression de cette taxe pour 80% des ménages a entraîné une perte de recettes fiscales pour les collectivités locales, estimée à 17 milliards d'euros. L'État a compensé cette perte par le transfert d'une fraction de la TVA, mais cette compensation est jugée insuffisante par de nombreuses collectivités qui déplorent une perte d'autonomie fiscale. De plus, l'État a imposé aux collectivités des normes environnementales et énergétiques de plus en plus contraignantes, comme l'obligation de rénover les bâtiments publics pour améliorer leur performance énergétique. Je parle ici bien évidemment du décret tertiaire. Ces normes, bien que nécessaires pour lutter contre le changement climatique, représentent un coût financier important pour les collectivités qui doivent souvent s'endetter pour les respecter. Enfin, l'État a renforcé son contrôle sur les politiques locales de l'eau et de l'assainissement en imposant aux collectivités des objectifs de réduction des fuites dans les réseaux d'eau potable et de traitement des eaux usées. Ces mesures, bien que justifiées par des enjeux environnementaux, limitent la marge de manœuvre des collectivités pour définir leurs propres priorités en matière de gestion de l'eau. Ces évolutions illustrent les tensions entre l'autonomie des collectivités et le cadre réglementaire imposé par l'État qui tend à se renforcer ces dernières années. En conclusion, comme d'habitude, on reprend l'idée principale du grand 1 et l'idée principale du grand 2 et on peut éventuellement ouvrir. En conclusion, l'État joue un rôle ambivalent vis-à-vis des collectivités territoriales, à la fois facilitateur et encadrant. Bien qu'il fournisse des moyens financiers et des outils pour soutenir l'exercice des compétences locales, il impose également des contraintes budgétaires et administratives qui limitent l'autonomie des collectivités. Cette dualité reflète les tensions entre décentralisation et recentralisation, nécessitant un équilibre pour garantir une action publique efficace et adaptée aux réalités locales. L'avenir des relations entre l'État et les collectivités dépendra de la capacité à trouver un juste milieu entre soutien et contrôle. Les défis futurs incluent la nécessité de renforcer l'autonomie locale, tout en assumant une cohérence nationale des politiques publiques. Voici pour ce plan qui n'est en aucun cas le plan type, mais mot corrigé du sujet qui est tombé au concours externe d'attaché territorial 2024.